Ouais. Tu commences, Lo? Non, toi. Attends, j'ai autre chose à récupérer, à ramener. Ben alors, vas-y. Mais tu seras pas là pour... si des fois je racontais des bêtises. Non, moi, je m'appelle Jean-Pierre. Mon nom de famille, c'est Château, comme un château. Et je suis né en 1954, au mois de septembre. Début septembre 1954. Voilà. Je suis né à la maison. Nous faisons partie des dernières générations à être nés quelque part. Parce que maintenant, les gens sont tous nés à l'hôpital, donc ils naissent nulle part. Notre numéro de sécu comporte... Non mais attends, notre numéro de sécu comporte le numéro de notre commune et le numéro qu'on a sur le registre communal. Maintenant, les gens naissent, par exemple, à Limoges ou à Périgueux, là. Donc ils ont un numéro à rallonge, parce que tous sont nés sur la même commune, donc le même numéro de commune. Simplement, sur le registre, ils sont le numéro 250 et machin. Tu vois. Alors ça va jusque-là, mais l'important c'est d'être né quelque part. Moi j'étais tout content d'amener mes petits-enfants, leur dire voilà, je suis né dans cette gare, à cette fenêtre-là. Tu vois, c'est tout con, hein, mais ça veut dire quelque part que t'es lié à un lieu, à un endroit, à une chose. Tu vois. Bon, alors moi c'est moi ça. À toi, Lo. Donc, alors, moi, je m'appelle Laurence. Faut pas dire comme ça? Si, c'est très bien. Ça s'appelle pas Laurence. Tout le monde m'appelle Laurence, voilà. Je vous le dirai après, ça. Donc, je m'appelle Laurence Château, hein, puisque... Mais ton nom de jeune fille? Mon nom de jeune fille est Chabot. Et je suis née au mois d'août 1955, donc je vais avoir 65 ans. Et je suis née aussi à la maison, à 2 km d'ici, à peu près. C'est là où je suis allée chercher les groseilles. Voilà, c'est là, dans ce jardin-là, où j'ai jardiné quand j'étais jeune. Enfin, petite. Et puis, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? C'est tout. Quand on s'est marié, j'avais 20 ans et Jean-Pierre 21 ans. Voilà. Donc, les premières années, peut-être pas trop autonomes, mais sur le chemin. Mais sur le chemin, voilà. Puisqu'on a tout de suite œuvré dans ce sens-là, puisque Jean-Pierre, son travail, c'était le jardin et la basse-cour. Voilà. Les chèvres aussi. Oui, ben la basse-cour, les chèvres, que je voulais surtout pas, qu'il a voulu avoir, et que, bon, ça a été un petit différent, mais... Les moutons aussi. Oui, non, mais aussi. bon. On a eu un peu tout, mais c'est vrai que les chèvres, c'est particulier. Le cheminement, il est le même pour toi que pour moi, donc il n'y a pas... Ouais. Au travers d'une association locale, ici. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Après, les affinités se sont renforcées. Donc c'est pour ça qu'il y a eu... on est restés ensemble, quoi. Ouais, c'était un peu le hasard. Non, c'était pas tout à fait le hasard. Ça faisait un moment qu'on œuvrait au niveau de l'association et qu'on se côtoyait régulièrement. À ce moment-là, c'était une association essentiellement pour les jeunes. Ça s'appelait un club des jeunes ici, voilà. Non, début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient pour la nature, pour les croyances. Il y avait du théâtre qui était fait, de la danse, de la photo, voilà. Donc c'est au travers de certaines activités. Oui, des activités culturelles aussi. Voilà. Tu vois, il y avait du théâtre, on faisait venir des groupes, machin comme ça. Ce qu'on pouvait faire à la campagne à l'époque, qui amusait les gens sans avoir besoin. Parce qu'en fait, tu sais, ça a changé très rapidement, ça. Ça a changé très rapidement. Les gens n'étaient pas très télé, on n'était pas télé. Hein. Ben non, mais parce déjà la télé, ça faisait pas longtemps qu'elle... Ouais. Et puis... Elle n'était pas dans tous les foyers déjà. Ouais. Et puis les gens n'étaient pas trop là-dedans en fait.
Donc c'est vrai que... Et puis, si Odette a quand même fait beaucoup pour les jeunes. C'était une institut qui était très très proche de la nature et qui... Peut-être que ça a joué aussi, tu vois, ça. Ouais, parce que elle nous a quand même inculqué beaucoup de choses, même si on s'en est servi plus tard, quoi. Seulement parce qu'on est parti sur la région parisienne et quand on est revenu, elle œuvrait toujours. Donc, on faisait des ateliers gustatifs, c'est-à-dire qu'on faisait goûter tous les gens. Alors c'était intergénérationnel parce que tu avais des jeunes, mais tu avais des anciens qui venaient, qui faisaient c'était eux qui faisaient la cuisine. C'est les anciens qui faisaient la cuisine. Et qui préparaient les... Oh, tu ne pourrais plus le faire maintenant. Parce que les gens, tu sais, c'est dangereux si tu manges un truc que tu t'empoisonnes, tu es responsable. Au niveau de tous les contrôles sanitaires qu'il y a, l'atelier gustatif ne pourrait plus avoir lieu tel qu'il était. Ouais. Mais il s'est arrêté il y a combien de temps, l'atelier gustatif? Ça fait 15 ans maintenant, l'atelier gustatif, par exemple. Ouais. Mais c'était intergénérationnel, tu vois. Ça, c'était bien parce que pour faire la cuisine, on avait réquisitionné la maman de Jean-Pierre et toute sa génération. Donc des gens qui étaient nés dans les années entre 20 et 30. Il y a les bonnes recettes de grand-mère, quoi. Voilà. Et puis la façon de cuisiner qui Non, c'est comme c'était des champignons qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, mais... eux, ça leur permettait de se retrouver tous. Ils y passaient des après-midi à cuisiner parce qu'il avait vachement de succès, l'atelier. Il y avait dans les 200-300 assiettes qui étaient servies. Donc, c'était une fête, quoi. Oui, c'était. Et donc, à la fin, il y avait des trucs qui étaient congelés, ça se préparait tout au long de l'été. Donc, ça permettait aux gens, il y avait un fil conducteur tout au long de l'année. Et ça, c'était super, quoi. Il faut dire quand même que le champignon, c'est un culte ici. Tu as des familles où même les grands-parents n'ont jamais donné leur coin de champignons à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Tu vois, c'est le genre de truc, des fois que... Non, ton petit-fils, il n'a pas voulu le donner à sa mère. Hein. Mais tu vois, le champignon, c'est quand même un truc... Je sais pas pourquoi. C'est un temps à champignons, là, non? Oui. Mais il y en a. Il y en a, Pas énormément, mais il y en a. Quelques-uns. Là, après la pluie, s'il y a un peu de chaleur derrière, il s'en trouve, là. C'est une saison, là, juin, tu as une première pousse mi-juin, là. Alors, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui en trouvent, ça fait le tour du pays, tu vois, ça fait traîner de poudre, et après, tu vois les bagnoles le lendemain. Parce que tu as les champignons qui poussent au printemps, il y a des coins au printemps, des coins à l'automne, alors voilà. C'est une science, le champignon. Donne pas ton coin. Non, mais c'est... Sur la barbe, il pousse. Oui, il pousse. Non, mais il pousse là, il y a une petite pousse, quoi, et c'est normal, là. Il faut savoir que les bolets, à part le bolet de Satan, donc si vous êtes sur un pays calcaire, vous faites attention. Mais tous les bolets sont comestibles à part le satan. Le satan peut vous faire un peu de mal quand même. Le chapeau est blanchâtre et il bleuit quand mais il y a beaucoup de champignons, l'érythropus bleuit aussi. L'érythropus, enfin le bolet que rouge, quoi, on va dire, il bleuit, mais il est très bon. Cuit l'eau. Mais il faut, de toute façon, tous les champignons, il faut les faire cuire. Il faut qu'ils soient bien cuits. Il faut qu'ils soient bien cuits. Au moins un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Et ça, c'est pour votre... Oui, c'est bon à savoir. Voilà. Parce que nous, on les a mangés en salade. Non, mais ils étaient tout petits et fermes. Ouais. Donc, bon, ça peut, mais c'est difficile à digérer. Ça peut vous... Et d'autres champignons, tu les manges crus, il y a encore des toxines. Quoi. Donc, les champignons, ça se fait cuire, à part la truffe, qui se fait pas cuire. Mais oui, c'est très bon aussi. Mais on n'est pas un coin, nous, ici, à truffe. C'est un petit peu plus... Mais on en mange quand même. Mais on en mange. On sent qu'il y a une bienveillance chez vous, même pour nous, là, on est arrivé il y a 2-3 jours. Une bienveillance et une envie de transmettre. Ben, je sais pas, ça a toujours été dans notre... Enfin, ça a toujours été comme ça. C'est difficile de dire pourquoi. Parce que, enfin, pour moi, c'est naturel. Au début, on le faisait à travers les jeunes qu'on a amenés découvrir plein de... Oui, transmettre aussi. Ce qu'on avait fait tout seul quand on était
en région parisienne, quand nous on a pu faire découvrir aux jeunes le ski de fond, parce qu'on connaissait, nous on pratique pas le ski alpin, on faisait que du ski de fond à l'époque. On amenait des jeunes. La randonnée aussi. Oui, la randonnée, c'était tout ce qui était accessible sans investissement. Enfin, pour nous, c'était ça, quoi, surtout. C'était pour faire voir que les jeunes ici pouvaient faire autre chose. Voilà. J'ai une petite explication qui peut peut-être être quelque chose. Depuis les années 68-69, je faisais partie d'associations, entre autres des associations qui faisaient du collectage ethnographique. Et c'est la période jusque dans les années 75 où en fait il y a une génération avant qui était là et qui avait énormément de choses à dire et on ne les écoutait pas. Et on était une petite bande de jeunes où on a en fait collecté énormément d'histoires, de comportements, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, tout ça. Et on s'est rendu compte que ça part très très vite le savoir, tu vois, la connaissance. Mais les gens n'ont pas, les trois quarts, on n'a pas conscience de la connaissance qu'on a. Tu vois, par exemple, un paysan qui fait telle chose à tel moment ou à tel autre, il sait pourquoi il le fait, mais il ne l'expliquera pas et puis il trouve ça naturel. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a de ça aussi, l'eau. Oui, parce que tu vois, les anciens voisins, anciens, ils nous disaient, mais vous connaissez tellement de choses, pourquoi vous ne faites pas des formations ou des trucs comme ça? Mais on aurait fait une formation. C'était à eux qu'on transmettait parce qu'on avait envie de le transmettre à Patrick. Et tu te rappelles, souvent ils disaient ça. Ils disaient, mais vous ne vous rendez pas compte de savoir. Oui, nous, c'est vrai que tu t'en rends pas compte quand. Tu t'en rends pas compte et puis c'est pas forcément besoin de faire des stages et tout ça parce que c'est difficile d'organiser un truc alors que c'est au jour le jour, quoi. Oui. C'est pas seulement 8 jours dans l'année, c'est continuellement que tu. Et que toi aussi tu apprends, parce que tu apprends tout le temps. Tu apprends des choses, tu dis ouais là, merde, j'ai merdu là. Il y a un truc que j'ai pas su faire, ou pourquoi je l'ai fait comme ça, j'aurais pu le faire autrement. Donc tu sais, on dit que le savoir ou la connaissance c'est une lanterne qui t'éclaire dans le dos, c'est-à-dire que quelque part tu la portes. Ça a été éclairé toi, mais c'est passé. Et les gens qui arrivent derrière ne vont pas forcément les éclairer s'ils n'ont pas la même démarche ou la même connaissance que toi. Ils ne vont pas comprendre ce que tu leur expliques. Donc ça veut dire que tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un, mais s'il n'est pas dedans et s'il n'a pas commencé à vivre quelque chose dans ce sens-là, pour lui, ça sera incompréhensible, ça sera de l'hébreu, quoi. Ça sera quelque chose qu'il ne pourra pas assimiler. C'est pareil, vous venez, vous êtes intéressé aux choses, vous essayez de voir. Donc à ce moment-là, on dit ces gens-là sont récepteurs, donc on va leur donner des trucs. Tu plantes une graine, et après la graine, elle pousse ou elle pousse pas. Elle pousse si tu la cultives, si tu l'arroses et si tu avances. Mais si ta graine, tu peux très bien la mettre dans ta poche, et puis la ressortir 20 ans après, faire quelque chose avec, ou ne pas la ressortir du tout. Et elle restera au fond de ta poche. Le principal, c'est de ne pas se résigner. Oui. Tu vois, dans quoi que ce soit. C'est pas seulement de s'habituer. Le pire de tout, c'est de s'habituer, mais de se résigner aussi. Ouais, mais tu sais, nous, on vit en appartement en ville, mais on ne peut pas faire autrement. Alors déjà, là, le gars, il est cramé pour moi. On ne peut pas faire autrement. On peut toujours faire autre chose autrement. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Essayer de mettre toutes les chances de son côté. Pas se dire, bon, ben, je vais le faire. Et tu le fais, mais tu n'as pas envisagé le parcours plus loin que l'instant où tu décides que tu vas le faire, quoi. Si on a pu manger comme on a voulu et tout ça, c'était grâce à Jean-Pierre qui faisait le jardin et la volaille et tout ça. Ouais, il y a ça. C'était son boulot à ce moment-là. C'était énorme. Et puis il y a peut-être, je pense, c'est un petit peu plus insidieux, mais qu'on ne croit pas trop à la société dans laquelle on est. Mais il ne faut pas le dire. Tu vois ce que. Le gars qui est carrément dans la société, machin, mais comme on n'y croit pas trop, on se dit. Tu sais, la réflexion qu'on se faisait à Paris aussi, c'est que tu disais. Imagine, les avions, les trains, les voitures s'arrêtent, du jour au lendemain, les mecs ils crèvent de faim sur place.
ils crèvent de faim sur place. Ou ils prennent leur bagnole pour aller à la campagne, ils vont se rouler dessus sur les autoroutes pour essayer d'aller casser la côte. Tu produis ton truc, tu sais que tu auras à manger, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose de primordial. Et puis c'est quand même, ça t'apporte quelque chose de manger ce que toi tu produis. Moi je sais que quand on mange nos petits pois, quand on les cueille seulement, c'est quelque chose, quoi. C'est les premiers trucs, le petit pois, si je le prends, c'est parce que c'est un des premiers trucs qu'on fait et qui j'aime bien. Il y a une satisfaction, une joie qui... Ben quelque part, tu te prends pour Dieu, quoi. Non, mais de réussir à le faire, c'est bien. Ouais. Il y a tout un processus, parce que quand tu prépares la terre, quand tu l'amandes, tu mets ton fumier, tu mets ton terreau, tu mets tout ça. Déjà, tu pars dans la perspective, tu es toujours dans le truc, comment je peux le faire le maximum, quand la graine va être dedans, comment elle va le recevoir, comment elle va pousser, la graine va donner quoi. Tu es tout le temps là-dedans, en fait. Tu vois, et puis tu te dis, bon, je vais laisser ça me fera des graines, l'année prochaine, je vais les ramasser à l'automne, je les mettrai de côté, je m'en resservirai l'année prochaine. C'est-à-dire que tu es toujours dans le moment, et dans le moment présent, et dans le moment futur. C'est un super réconfort, hein, moi je pense. Tu sais, là, le confinement, il y a peut-être des tas de gens qui l'ont vécu mal. Nous, on a presque regretté que ça s'arrête, tu vois. Parce que ça ne nous dérangeait pas. Le seul truc, c'est qu'en plus, tu vois, tu n'avais pas d'avion dans le ciel, tu n'avais pas de bruit, tu n'avais rien. Là, on a fait un truc aussi, hein, on s'est dit, tu te rappelles? On était au bout du pré, là, on avait dû aller voir si on voyait le passage du blaireau. Tu vois, on retrouvait ce qu'on avait vécu, nous, quand on était gamin, dans les années 50, fin 50, début 60. L'atmosphère générale, t'entends le chien à 1,5 km qui aboie parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la cour du voisin. Tu n'entends pas de voiture, tu entends les oiseaux, tu les entends loin. Il y a plein de choses comme ça qu'on a retrouvées, tu vois, et que petit à petit on avait perdu. Alors évidemment, bon, en même temps c'est régressif parce que ça te rappelle ta jeunesse, donc tu es plus là-dedans parce que c'était toujours mieux avant. Mais c'est pas forcément le cas. Mais c'est un peu dans ce processus-là, tu dis ah ouais, t'as passé de bons moments parce que si ça, c'est le côté retour en arrière, quoi, un petit peu. Il y a un truc que moi j'ai remarqué, on a été appris comme ça, et on a appris à notre enfant, à notre fils et à nos petits-enfants, et moi je trouve que c'est vachement révélateur. Comment on apprend les enfants à chercher les champignons? En bas âge, des gamins à 4-5 ans, tu leur apprends à chercher les champignons, ça fera de très bons chercheurs de champignons. Tu te balades à la forêt, tu trouves les coins champignons, tu les connais, tu les amènes. T'envoies le gamin, souvent à 4-5 ans, il se balade, et hop, tu l'arrêtes, tu dis, là, il y en a un. Alors le gamin, il faut qu'il se fasse l'œil et qu'il cherche dans la surface. Tu t'approches, tu l'approches pas, tac, hop, il le trouve. Il le ramasse, et hop, tu repars. Et tu refais ça à chaque fois, tu lui fais l'œil. En fait, c'est une éducation par simplement la démonstration et l'usage. Et ça, c'est quelque chose sur l'humain qui marche. Là, c'est l'exemple des champignons, mais qui marche à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de lui taper sur les doigts pour lui faire comprendre, mais tu fais un truc avec lui et tu lui fais faire. Il arrive comme ça, doucement. Et bien, souvent, les gamins, comment ils ont appris à chercher les champignons ici, les trois quarts, oui, même peut-être la totalité, c'est comme ça. C'est avec les parents, les adultes, les grands-parents, les grands-tontons. Moi, j'ai appris avec mon grand-tonton à chercher les champignons, ma grand-mère aussi. Mais c'est comme ça. Tu vois, je raconte aussi une histoire. Mon oncle, il y a une grande forêt qui fait 300 et quelques hectares, la forêt de Vieillecourt, la Fortuneau.
Et mon oncle, je devais avoir 7 ans, 6-7 ans, on va chercher les champignons. Et puis, tu sais, il y a des endroits dans les forêts où tu as des lampes par endroit. C'est pas forcément tout le temps bien boisé. Tu avais des lampes, tu avais de la bruyère et des ajoncs. Les ajoncs, ça pique. Hein. Et quand tu es gamin, à l'époque, on était en culotte courte. Et tu avais des boulots, des trucs comme ça. Et puis, d'un seul coup, mon grand-oncle, il commence à tourner en rond. Et là, tu te rends compte qu'il y a un truc. Parce qu'il dit rien, tu tournes en rond et tout. Et puis d'un seul coup, il me dit, je croyais, petit, qu'on est bien perdu. Je croyais qu'on est bien perdu. Alors on a tourné en rond. En plus, tu as le truc qui te racle les jambes et tout. Tu n'as pas trop envie de tourner en rond non plus, tu vois. Et puis tu vois quand même que ça s'assombrit, qu'il fait un peu plus sombre, que tu vois, le soleil se couche plus tôt en octobre et tout. Là, je peux dire qu'il n'était pas perdu du tout, tu vois. Il m'a fait le coup. Et après, on est rentré à la maison. Eh bien, tu me croiras ou pas, mais tu peux demander à l'autre, je me suis jamais plus reperdu. Tu vois, il a un sens de l'orientation, Jean-Pierre, c'est quelque chose. Mais parce que c'est traumatisant peut-être sur le moment quand ça t'arrive. Mais ça fait que depuis, l'image. Il avait le chic avec la chaussure aussi. Ah ouais, oh ben ça c'est. Ouais. Tu vois, c'est des trucs qu'on forme les gamins bizarres. Tu vois, un jour, c'était en bas le long de la voie ferrée, il y avait le pare-feu là, puisqu'il y avait des pare-feux pour éviter les incendies des machines, des locomotives. Et on passe là, et il y avait, tu sais, des bottes en caoutchouc, des sabots en caoutchouc. Et regarde, tu vois, le loup a mangé le gars, mais il n'a pas pu avaler les sabots. Et tu sais, à l'époque, on croyait encore aux histoires de loups. Et ça. Je peux te dire que tu fais gaffe après. Hein, tu vois, il avait le chic de faire des trucs pour que tu sois attentif à tout. Tu as toujours été curieux, en fin de compte, curieux de savoir comment se passaient les choses. Oui, c'est ce que tu dis toujours aux petits-enfants, soyez curieux, soyez curieux. Ouais, alors, pas une curiosité. Ouais. Mais. D'être curieux, essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. La curiosité, je dis ça, il faut être curieux, mais il ne faut pas être curieux mal placé, il ne faut pas être curieux de la culotte de la voisine. De la couleur de la culotte de la voisine. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être curieux des choses importantes. Tu n'as pas à être curieux de savoir comment l'autre, il vit sa vie. L'important, c'est d'être curieux des choses qui peuvent t'apporter quelque chose à toi. De ne pas être dans le ragot ou le machin, c'est d'être la curiosité saine. Et avoir aussi... Ce que je trouve qu'on n'apprend pas à l'école et qui est important, c'est c'est l'esprit d'analyse. C'est te dire, attends, c'est comme ça, non, ça marche pas. Donc on revient, on refait. Si tu vis comme ça, sans essayer d'analyser, de voir pourquoi ça se passe, la vie doit pas être très sympa. Tu vois? Bon, on est sorti. Ouais. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pratiqué le jardinage, mais on revenait en vacances, on passait toujours les vacances là en juin, donc déjà on aidait les parents, et puis on avait jardiné tout petit. On avait toujours aidé nos parents, que ce soit Jean-Pierre ou... Le jardin, c'est pour ça que ça ne nous a pas trop posé de problème. Parce que les autres, ils sont là. Ils sont tous dans le lave-vaisselle. Parce qu'on a un lave-vaisselle. C'est récent, mais on a un lave-vaisselle. on se sent vraiment... Oh là là. Je goûte parce que des fois, qu'il ne soit pas bon. Oui, je vais... C'est bizarre. Goûtez-le, il est... Oui, mais tu vois, il était ouvert depuis moins longtemps, peut-être. Celui-là il était pas ouvert. Merci. À la limite, je préfère presque l'autre. Tu vois, il a moins de saveur, moins de trucs, je trouve. Oui, donc non, le jardinage, ça nous a pas posé de problème. Il a fallu qu'on... Si, il y avait des petits détails qu'il a fallu redemander aux parents, des petites choses, mais... Parce que c'est vrai qu'on a toujours essayé de manger des choses fraîches, ou même à Paris.
peut-être pas toujours des choses achetées au marché, peut-être pas toujours cultivées de façon... parce que ça se faisait pas, mais quand on avait pu faire le jardin, voilà, c'était... Donc, les premières années, on n'était pas autonome, évidemment, le temps qu'on fasse le terrain, parce que tout n'était pas cultivé comme ça. Le jardin était juste là, il y avait un tout petit jardinet là, qui était devant le puits, mais qu'on n'a plus, mais c'était pas assez grand. Donc, dans la structure ici, tu as deux trucs, mais je ne sais pas si c'est vous j'en ai parlé. Tu as le jardin et tu as la terre. La terre, c'est-à-dire que dans le jardin, tu fais des légumes de première nécessité, les trucs que tu manges tout de suite. Et la terre, c'est là où tu vas faire, qui est plus loin, plus éloigné de la maison, où tu vas faire, c'est par machin, hein, ça. oui, Tu vois, les zones, ouais. Ouais, les zones, hein. Mais c'était fait comme ça, c'est-à-dire que les patates, les planches de haricots... des choses qui ne demandent pas un entretien, ou même une récolte. Oui, les grandes cultures étaient faites dans la terre. Mais par exemple, tu vois, là où vous avez ramassé les murs, là, ça, c'était une terre qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Et ils habitaient à la gare de Bussière. Ils avaient la terre ici. Donc, tu vois, ça fait quand même 2 kilomètres. Et ici, ils faisaient les haricots, les patates, les betteraves, les machins comme ça, à 2 kilomètres de chez eux. Et ils avaient leur jardin qui faisait quand même, il faisait plus de 2000 mètres carrés, le jardin qu'ils avaient. 1000 mètres, oui. Plus de 2000 mètres carrés, avec toute la terre au-dessus là. Ah oui, c'est vrai qu'ils cultivaient tout. Oui, Mais ils cultivaient aussi pour, comme nous on avait fait au départ, les 2 tiers du jardin étaient pour les animaux, pour les lapins, puisqu'on avait des lapins, pour les poulets, les poules, les canards, les oies, enfin, on leur donnait. Oui, parce qu'on a réduit la voilure à ce niveau-là. Les 3/4 ne sont plus paysans, ce sont des agriculteurs. Et pire que ça, ce sont des exploitants agricoles. Donc ça dit tout. Tu es exploitant, tu exploites. Tu exploites et tu as une entreprise à gérer. Et il faut que, quand tu as une entreprise, il faut qu'elle... Il y a une notion de rentabilité. Oui. La rentabilité, ça veut dire qu'il y a le temps qui va avec. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de rien faire. Les mecs, ils n'ont même plus le temps de descendre leur tracteur. Ils sautent d'un tracteur sur l'autre. Parce que c'est plus rapide d'avoir un tracteur par outil. Tu vois. Donc ils achètent 3 tracteurs plutôt que d'en avoir qu'un seul. Ouais, tu vois, parce que ça prend du temps. Donc moi je pense qu'il y a une relation à l'argent, une relation au temps, qui est totalement différente. Tu vois, même pendant qu'on travaillait, s'il fallait prendre du temps, on le prenait quand même. Eh bien, il y a quelque chose qui ne se fait pas à côté, mais on le fera. Je pense qu'il y a une partie de ça. Il faut prendre le temps. Et c'est peut-être que maintenant ça se pratique plus, mais ça doit être la société qui telle qu'elle est qui reflète ça. Mais nous, on n'a pas trop suivi le cheminement. Pour l'instant, je ne sais pas, c'est différent. Oui, mais tu vois, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé une question. Mais je pense que c'est lié quand même au comportement social. Il y a un rapport avec le comportement social. Quand on était en région parisienne, tu sais que mon plaisir, on habitait au 2e étage. Mon plaisir, c'était de monter dans l'ascenseur et de dire bonjour aux gens. Tu voyais qu'il y en a, ça les faisait caguer, tu vois. Ils ne supportaient pas. Et bien c'était un malin plaisir, même si tu voyais 2 fois dans la journée, chaque fois que tu rentrais dans l'ascenseur, tu disais bonjour. Et, bonjour monsieur, bonjour madame. Et bien tu vois, les gens se disent même plus bonjour. Alors là, avec le corona machin, là, c'est encore pire. Maintenant, les gens ne se serrent plus la main, se font plus la bise, ils font plus rien. Et ils se gardent à 1 mètre de distance et encore, ils se regardent en chien de faïence. Ça accentue, j'espère que c'est que momentané, mais ça a accentué ce truc. Plus les gens sont rapprochés, moins ils sont proches. Tu vois ? Quand tu es à la campagne, en même temps, tu es très bien tout seul, mais si le voisin passe et te discute de voix, ben, ça fait un truc dans la journée où tu discutes avec les voisins. Je crois que c'est, en fin de compte, c'est le comportement des gens de la campagne, ce que tu cherches. Parce que des gens, même des gens qui s'aimaient pas trop, en campagne, où il y avait eu un différend ou un truc comme ça, un jour,
ils voient que le voisin va avoir un problème, il y a l'orage qui va tout saccager s'ils font pas, et ben même le gars qui était fâché, légèrement fâché, parce que ceux qui sont bien fâchés, non, mais légèrement fâché, il va aller donner un coup de main. Parce qu'il sait que si tu perds ta récolte ou si tu perds ton truc, c'est toute l'année que tu vas en pâtir, quoi. Donc c'était important d'avoir que l'autre se sente bien aussi, quoi. Qu'à la campagne, les gens se serrent les coudes. Je crois que c'est... Il n'y a pas que la campagne, tu sais, le principe dans les milieux ouvriers, que les gens se oui, sont mais mis à nous, se serrer on les ne coudes. connaît pas le milieu ouvrier, le milieu de ville, on ne le connaît pas. Et je crois que... Je crois que c'est ça. Puis après, le coup de main passé... la rancœur qu'il y avait pour le reste, c'est pas oublié. Hein. Mais s'il y a eu un petit différend. Mais bon, je crois que c'est ça qui primait. C'était. C'est la nécessité, ouais. Ouais, c'était le fait que il fallait survivre, quoi. Et moi, je pense qu'on a été élevé là-dedans. Oui. Donc, en fait, qu'on le garde, quoi. Ouais, je pense que. Voilà. Donc, on a besoin des uns des autres pour justement. Je pense que c'est ça, au fin de compte, qui ressort. Parce que... Enfin, on n'emploie pas le terme permaculture. Non, oui, parce que permaculture, ça veut dire agriculture, terrain, culture permanente. Donc, c'est régénération. Bon, on n'est pas là-dedans, quand même. Mais par contre, quand on a fait les carrés dans les jardins, le jardin, Laurence vous en a parlé, c'est que moi, j'ai eu un problème de dos. Ça te fait prendre conscience qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire comme avant. Donc en plus, avec l'âge, tu te rends compte que tu vas moins vite et moins loin. Donc il faut adapter le monde à tes capacités. D'abord, ça c'est du jeu. Et ensuite, supprimer par exemple, comme on fait... On a une vieille fraise au fond du jardin, ça fait 2 ans qu'on s'en est pas servi. C'est-à-dire que être moins tributaire de l'énergie, des énergies fossiles, travailler au maximum à la main, avoir des outils simples, où tu n'as pas de choses sophistiquées à travailler pour faire les outils. Donc petit à petit, on adapte à ça. Tu vois, je pense qu'il y a là-dedans, c'est le fait d'adapter l'ensemble à... Bon, tu te dis, il ne faut pas que je consomme d'énergie fossile, donc comment je fais pour ne pas consommer, pour ne pas être tributaire de ça. Ensuite, bon, tu es obligé d'acheter tes graines. Comment tu fais pour ne pas acheter tes graines? Comment tu fais, par exemple, pour fertiliser ton sol sans intrants extérieurs? Le facteur temps compte beaucoup. C'est-à-dire que le temps de réflexion, le temps de mise en route des choses, et ensuite le temps de faire les choses. Donc il ne faut pas être speed, pressé sur beaucoup de choses. La nature, elle prend son temps. C'est pareil sur la solidarité, l'entraide et tout ça. Dans la nature, ça existe tout seul. T'as l'exemple, par exemple, du lichen. C'est un exemple que j'adore, parce que le lichen, en fait, c'est un champignon et une algue qui vivent en ça pour pouvoir vivre. C'est le symbole, mais c'est ça, en fait. Tu peux vivre, parce qu'en fait, il y a une association, quelque part. Il y a une symbiose. Une symbiose, voilà. Et c'est pour beaucoup de choses, c'est ça qui est important. Même au niveau humain, on est fait de plein de cellules différentes, mais qui font qu'on est un ensemble. Si ça ne tenait pas ensemble, on ne serait pas là, quoi. Il y a quelque chose qui se passe de symbiose entre les différentes cellules. Et on peut le reproduire aussi au niveau extérieur, d'avoir une symbiose avec tous les éléments. C'est ça le principe, en fait. Ta plante, elle a besoin de ça, comment tu lui apportes, mais il ne faut pas aller prédater ailleurs pour faire ça comme ça. Si tu es vraiment sur un tout petit territoire, il faut vraiment s'accrocher pour avoir une certaine autonomie en tout. Il va falloir bien cogiter tout son système. Et nous qui rêvons un peu justement d'être autonomes, en tout cas de subvenir à nos besoins,
avec d'autres personnes, pas tout seul, mais voilà, en groupe. Oui. Est-ce que vous aurez des conseils à nous donner pour quand on s'installera peut-être à notre tour ou quand on se lancera justement dans cette aventure? On l'a pas fait, nous. On l'a pas fait. Parce qu'il y a eu des exemples dans les années 70, comme Longomai, je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais, Longomai, ouais. En fait, c'est un groupe, ils se sont associés, ils ont fait une commune. À l'époque, c'était une communauté. Et ça fonctionne sur une génération. C'est-à-dire que, et pour tous les humains, c'est pareil, c'est-à-dire que tu pars dans un cheminement, mais parce que tu as certaines données au départ qui font que tu pars dans ce sens-là. Mais la génération suivante, elle part d'un acquis de la génération d'avant. Et ce qui fait qu'elle ne se rappelle plus, au bout de 2 générations, tu ne te rappelles plus pourquoi ça a été fait comme ça au départ. Et ce qui fait que Longomai, ils ont eu énormément de problèmes parce qu'au bout de la 2e génération, il y a des gens qui ont voulu partir, mais sauf que comme ils n'étaient pas dans le système, ils se retrouvaient hors système. Il n'y avait pas de... La seule assurance sociale qu'ils avaient, c'était le prolongement de leur idée. Ce que tu vois sur la communauté survit parce que tu as des enfants, à part que, bon, à un moment donné, il y a le truc exogène, mais il faut pérenniser quelque part. Ton travail, il faut qu'il soit pérennisé à la longue, parce que tu vas faire un groupe. Ce groupe va partir d'idées, d'un dénominateur commun, va partir avec des idées. Il faut faire de la sémantique générale. C'est-à-dire savoir que ce que tu dis n'est pas la réalité. Ce que tu dis, c'est une abstraction. Donc que tout le monde comprenne bien la même abstraction des choses. C'est-à-dire que tout le monde soit bien d'accord sur tout au départ. Exemple, qu'est-ce qui n'est pas blanc? Cette bouteille de vin d'épine. Non, c'est non blanc. Ce qui n'est pas blanc, c'est pas blanc. C'est tout autre chose, mais pas blanc. Voilà. Mais non, mais... C'est pour donner, pour le fonctionnement. Donc le conseil, en fin de compte, que tu donnerais, ça serait... Que l'entité groupe soit faite par des multiples petites identités. Mais je ne pense pas que ça puisse marcher. Parce que ça marche pendant un certain temps. Mais biologiquement, hormonalement, plein de trucs, tu évolues sur ta vie. Sans parler des... Donc ce qui fait que tu seras plus le même 5 ans après que ce que tu étais là. Donc ce qui veut dire que 5 ans après, tu n'auras pas la même vision forcément que l'autre aura parce qu'il a évolué aussi différemment. Et ce qui fait que souvent ça fait des crispations, des clashs. Donc il faut bien être conscient, je pense. Moi je ne suis pas contre le fait d'être une communauté, mais je pense que c'est la communauté, il faut qu'elle soit structurée sur des identités, des petites cellules identitaires, enfin d'identités propres de 1 ou 2 ou 3 individus qui vont ensuite, bon, même au sein des couples, si tu veux, c'est hyper compliqué. Après, c'est un peu la roulette russe, ça. On a peut-être eu la chance ou la malchance avec Laurence de partir sur quelque chose où on essayait de faire un au départ. Et ça, c'est pas évident de faire un. On ne le fait pas tout le temps. Hein. Non, parce qu'il y a des jours où... Mais tu vois, c'est hyper difficile. Mais au sein du couple, par exemple, parce que c'est je pense la cellule primordiale, que ce soit... il faut qu'il y ait une compréhension sur les choses et c'est pas toujours évident. Et ça a créé ensuite beaucoup de distorsions. Surtout quand tu es à affronter quelque chose de dur, tu vois. C'est à ce moment-là que tu retrouves vraiment si les liens sont forts ou sont pas forts, quoi. Moi, je pense que ça c'est hyper important. On peut se tromper, hein. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez de mieux, là? Alors là, il y a du vin d'épine, du vin de sureau. C'est le vin d'épine qu'ils aiment bien, c'est pour ça que je vais en faire ça. Moi, je n'ai pas goûté le vin de noix. Moi non plus. Si vous voulez, goûte, fais-leur là-bas, ouvre, tu veux. Tu veux. Ça va, ce qu'on t'a... Super. Bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de poutade dans...
Le puta, c'est le dépôt. Enfin, oui, le dépôt, pardon. Je sais pas, tu me dis ce Oh, qu'il ça a faut. l'air d'aller, hein. C'est parfait. Tu serras les dents autrement. Ouais, c'est pas ça qui va nous arrêter.